Ça ne remarche pas. Donc, je vais commencer par présenter Emilien, qui est le responsable R&D donc chez Marché Privé. Je reviendrai ensuite sur quoi on travaille et qu'est-ce que Marché Privé, qui nous parlera donc de l'architecture. Hugo Mochet, donc développeur aussi chez Marché Privé, comme par hasard, qui nous expliquera finalement le retour d'expérience en lui-même. Et moi-même, donc Guillaume Francis Leroy, lead développeur chez Marché Privé. Alors pour la petite anecdote, je suis lead développeur juste parce que j'étais le premier développeur. Du coup, j'ai gardé le titre. Donc d'abord, je vais vous parler un peu de ce que c'est que Marché Privé et qu'est-ce qu'on fait finalement. Donc au départ, on ressemblait beaucoup à vente privée, donc on faisait des ventes privées locales, disponibles pour tout le monde. Enfin, vous voyez à peu près ce que c'est que vente privée. C'est bon. Ensuite, on a changé finalement de business, je dirais, et on a proposé à des boutiques locales, que ce soit sur Rouen, sur Dieppe, sur Évreux, de pouvoir vendre à n'importe qui sur Internet et de pouvoir se faire directement livrer chez eux. Donc ça permettait par exemple à quelqu'un qui n'avait pas le temps d'aller acheter son pain le soir de se faire livrer quand il rentre. Et donc je suis arrivé 6 mois après le lancement de cette plateforme. Et quand on arrive, on regarde un peu l'état des lieux, qu'est-ce qui avait été fait, qu'est-ce qu'il va falloir changer. Et donc du coup, on s'aperçoit que ce qu'on appelle donc maintenant le legacy était quand même assez difficilement maintenable. Pour la simple raison que par exemple moi je suis un développeur Java et que tout était écrit en PHP. C'est tout bête, mais le site était séparé d'une API, donc c'était assez compliqué puisque le code était en duplicat à droite et à gauche. Étant donné que c'était un gros monolithe, c'était complètement non scalable. Donc si un jour on avait du trafic, je ne suis pas sûr que ça aurait tenu le coup. Et enfin, le déploiement était compliqué. On avait quand même un Jenkins mis en place, mais malheureusement, il fallait quand même un peu d'administration système derrière pour pouvoir faire une mise en prod. Et l'administration système qui, en cas d'erreur, pouvait coûter très cher quand même. Et puis, le dernier point compliqué, c'est que quand je suis arrivé, toute l'équipe de développeurs qui avait tout codé partait 2 semaines plus tard. Donc finalement, je me retrouvais tout seul après un stage de fin d'études, donc finalement sans expérience. Et c'était un peu, voilà, on te laisse le bébé et puis on voit ce que fait. Heureusement, il restait une seule personne. Un petit irréductible qui avait décidé, lui, de rester jusqu'au bout et de fonder une nouvelle équipe, qui est maintenant notre CTO, donc Romain Noël, qui se trouve juste là. J'invite d'ailleurs à Rudy et tout le monde à parler sponsoring codeur en scène avec Monsieur Noël juste. Et donc du coup, Romain a finalement commencé par recruter Emilien, et puis Emilien m'a recruté, puis j'ai essayé de faire recruter Hugo, et donc l'équipe est née comme ça. Donc on avait quand même beaucoup d'objectifs pour 3, c'est-à-dire une nouvelle application mobile, un nouveau back-office et un nouveau site. Le souci, c'est que le e-commerce, ça touche beaucoup de domaines différents, que ce soit la facturation, le panier en lui-même, les commandes, la livraison. Sans parler que lorsqu'on commande, ça envoie un ticket chez les commerçants sur une imprimante, donc il y a aussi ce genre de service à gérer. Ça fait énormément de choses. Et le faire dans un seul projet, c'est clairement pas possible. Ça aurait été complètement immaintenable et on aurait perdu pied. Donc finalement, en plus, oui, on a aussi quelques objectifs techniques. En plus de vouloir tout découper, on aimerait bien que ça soit scalable, donc de mettre plus ou moins d'importance sur un service plutôt qu'un autre. On aimerait bien que ça soit facilement maintenable. L'administration système, c'est pas trop notre truc, donc le déployer dans un cloud, ça nous plaît bien. Et puis, évidemment, garder ce principe KISS, donc un service est juste fait pour un domaine métier ou une chose particulière, et il n'a pas besoin de s'occuper de tout le reste.
Et donc, du coup, finalement, notre solution adéquate, disons, c'était de créer une architecture microservice. Et c'est là où je laisse la parole à Emilien, qui va vous expliquer que finalement, oui, c'est bien, mais... Donc effectivement, merci pour l'introduction. Donc là, c'est un peu brut, je vais détailler, on va prendre le temps. L'idée quand même, donc comme tu l'as rappelé, c'était d'avoir des systèmes et des services qui soient indépendants les uns des autres et le moins couplés possible. Et idéalement, pas couplés du tout. Donc ce qu'on a commencé par faire, c'est réfléchir un peu aux objets métiers qu'on allait avoir besoin de manipuler. Tu l'as évoqué, il y avait pas mal d'objets. En creusant, on se rend compte que c'est assez vaste. Si on prend des CRM dédiés au e-commerce et qu'on regarde un peu les schémas de base de données, etc., on commence à comprendre jusqu'où on peut aller avec 200-300 tables. On peut vite partir dans des choses compliquées. Donc l'objectif, c'était de séparer tout ça en composants indépendants. Donc ces composants, on les retrouve ici. Évidemment, ils ne sont pas tous représentés. On a environ une vingtaine de services. Et ils sont tous dédiés à un traitement particulier, un traitement d'un objet du modèle particulier. On retrouve évidemment au-dessus nos applicatifs. Donc on avait à la fois la partie e-commerce pour la partie utilisateur, donc avec Ionic qui avait été choisi comme technologie pour le développement mobile, et puis le site web qui sera de l'Angular, qui est en cours de développement. Ensuite, on a un back-office ici avec des outils aussi à développer, et la technologie retenue ici étant aussi Angular. Donc l'objectif, c'est de factoriser aussi, étant donné qu'on a un délai assez court et qu'il faut qu'on aille vite. On a essayé de mutualiser les technologies, donc c'est pour ça qu'on a fait ces choix techniques. Donc ces applicatifs vont communiquer directement avec chacun des services en dessous. Donc selon l'opération qu'il est en train de faire, enfin que l'utilisateur est en train de faire dans l'application, il va soit appeler par exemple le service de produit pour faire des recherches de produits, soit après le service ici de commande si jamais il a construit un panier qui va aller passer la commande, terminer son achat. On voit que certains services ne sont pas utilisés par tous les composants métiers au-dessus et que des fois des composants ici sont même pas plugués en termes de connexion avec les clients parce qu'ils ont juste un rôle dans le système qui est un rôle de sous-marin un peu sous-jacent. Donc ça, pour que ça fonctionne, en fait, il faut quand même que l'ensemble communique. On ne peut pas se permettre de faire des commandes sans que derrière le service de mail soit appelé. Donc on se doute bien qu'il y a une mécanique à faire ici. Et on a besoin de communiquer, d'échanger de l'information à travers ici ce qu'on appelle un broker, donc un outil qui va nous permettre de diffuser des messages. Ces messages étant en fait la représentation des objets métiers qu'on aura gérés et produits dans chacun des sous-services. Quelque chose à noter aussi, c'est qu'ici, en fait, chacun des services a son propre modèle de données et du coup a sa propre base de données. Alors ici, j'ai mis que des bases de données, mais des fois, c'est pas forcément le cas. Donc, on a des services qui n'ont pas de base de données, des services qui ont plutôt des index comme Elasticsearch ou des choses comme ça. Et puis, j'ai pas non plus représenté le lien entre les services fonctionnels et puis les dépendances externes de ces services. On se doute bien que Mail va appeler un service externe pour faire le mailing. Idem pour le paiement ici, donc on a des briques comme ça en dessous. Mais l'intégration du coup de ces outils qui sont externes sont encapsulés que dans ces services. Dernière chose ici, notez que ces services du coup sont facilement réplicables. Donc c'était l'objectif pour la fiabilité et puis le passage à l'échelle, d'avoir des services qu'on pouvait dupliquer. Par contre, chacun des services, lui, appelle en commun la même base de données. C'est quand même la garantie qu'on peut avoir que les données seront traitées sur une base commune. Le bus, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que on a choisi Kafka parce qu'en fait, ça nous permet d'envoyer nos messages avec un ordre qui est garanti. C'est-à-dire qu'on sait que quand on va d'abord envoyer une commande, on sait que ça va d'abord être ce message qui va être transmis aux autres services. Et du coup, l'ordre étant respecté, c'est important pour nous quand même de ne pas perdre le fil de ce processus. Et enfin, dernier point, pas des moindres, ici, c'est la partie authentification et sécurité. Donc, c'est un choix qu'on a fait aussi, donc il y avait plusieurs approches. Et notre choix a porté sur l'utilisation d'un outil centralisé afin de nous éviter d'avoir à redévelopper toutes les couches de sécurité dans chacun des services. Alors, du coup, on se rend compte que ce système ici est appelé à la fois par les clients
et aussi par les services. Donc là, je ne l'ai pas fait apparaître pour pas surcharger, mais l'ensemble des services sont obligés de communiquer avec ce SSO, donc SSO pour Single Sign-On. L'outil étant retenu ici étant Kiklo, qui est donc un outil open source développé par Red Hat. Donc c'est le service qui va se charger en fait de s'assurer que les utilisateurs auront les droits pour appeler les systèmes en dessous. Et si jamais ils n'ont pas les droits, ils iront faire des demandes d'autorisation auprès de ce service qui, en fonction des droits configurés en interne, va autoriser ou non l'appel au service. Ensuite, la couche de sécurité est assez simple. On utilise des tokens JWT qui traduisent du coup l'autorisation qui a été donnée par le SSO. Et du coup, chacun des services, indépendamment de l'instance qui est appelée, est capable, à partir du token qui est autosuffisant, de savoir si la requête peut être autorisée ou refusée. Vous n'avez pas d'autres remarques? Alors, la mise en place de ce genre d'architecture quand même nécessite de réfléchir, et on a eu quand même plusieurs étapes pour implémenter l'architecture telle que je l'ai présentée. Et voici un peu nous ce qu'on a retenu, ce qu'on s'est fixé comme principes fondamentaux pour pas se perdre dans ce système-là. Là ici ça paraît pas trop compliqué, mais quand il y a 25 services qui s'appellent tous, ça peut vite devenir un labyrinthe, donc il faut être rigoureux. Donc la règle première qu'on s'est fixée, c'est qu'un service ne devait gérer qu'un seul type d'objet métier. Donc je reprends l'exemple des produits. Les produits ne doivent être gérés que par un seul service, qui est chez nous le Product API. Et ce service, en fait, il a la charge de maintenir l'état de chacun des objets de ce type. Il n'y a qu'un seul service qui peut gérer l'état d'un objet. Donc si jamais on a un produit qui doit être modifié, on sait que c'est forcément ce service qui doit le faire. Pareil pour les commandes, il ne s'agirait pas, par exemple, quand on passe une commande, que ce soit le service de paiement qui modifie la commande. Sinon, on crée un lien entre le service de paiement et le service de commande. Donc l'idée, c'est plutôt que, dans ce cas, le service de commande envoie une notification comme quoi une commande a été faite. Le service de paiement en est averti, est sensible à cette création d'objet, et lui-même crée un paiement qui va diffuser afin que le service après de gestion de commande dise tiens, il y a un paiement qui est associé à une commande qui a été passée dont je gère l'objet. Et du coup, c'est le service de commande qui va mettre à jour le statut de la commande comme quoi le paiement est accepté. Donc c'est le genre de principe qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire qu'on ne doit pas aller demander directement à un service de faire quelque chose. Il faut que ce soit les services qui réagissent en fait aux événements qui sont diffusés sur le bus de service. Donc c'est pour ça que je mets ici que les services doivent être intelligents et réactifs. Alors je reviendrai un petit peu sur la notion d'intelligent parce qu'on a eu quand même des dilemmes à gérer, donc je reviendrai dessus plus tard. Mais c'est ça l'idée, c'est que chacun des services réagit à un ensemble de métiers donnés, sachant que chacun du coup des types d'objets métiers est représenté par un topic. Donc dans Kafka, un topic ça correspond à un thread ou un fil de discussion en gros associé à ce type d'objet. On aura un topic pour les produits, un topic pour les shops, un topic pour les paiements, un topic pour les orders, etc. Et comme ça, au moins, chacun des services peut venir s'abonner que au message dont il a la charge de gérer une partie de l'information, de gérer et réagir à ce type d'objet. Ça, on l'a déjà dit, mais je répète quand même, les services doivent être sans état, donc idéalement... pour passer à l'échelle, il ne faut vraiment pas qu'on ait de notion de transition ou de transaction qui soient bloquantes. Ce qui peut poser des problèmes sur des paniers, vu que par exemple un panier souvent il vit dans le temps, donc il faut que ces informations-là soient persistées d'une manière ou d'une autre et que des services puissent échanger de l'information sans passer par une communication directe. Donc voilà, ça c'est un autre point aussi, pas de communication directe entre les services. C'est très tentant quand on a plein de services sous la main qui ont été développés de se dire tiens, ça serait vachement plus simple si dans l'order, au moment de faire la commande, j'appelle directement le service de paiement et puis le service de paiement me répond oui ou non et puis j'ai fini, c'est beaucoup plus pratique. Donc ça c'est la solution intuitive auquel on a failli céder plusieurs fois sans s'en rendre compte en fait, donc ça il faut être vigilant. Donc ça prend plus de temps à coder forcément. Plutôt que d'appeler directement le service, il faut envoyer un message comme il y a une nouvelle commande et puis attendre que le service de paiement traite cet objet, en fasse un nouvel objet qui est un objet de paiement associé et que du coup on recode la partie qui réagit au fait que le nouveau objet de paiement est arrivé pour cette commande. Donc c'est pas aussi direct,
c'est que des échanges comme ça entre les services. Donc pas de message à destination d'eux, ce qui peut être un peu perturbant quand on est habitué à faire des architectures un peu plus directes, sachant que l'intégration que nous qu'on a en dessous ne consiste qu'à faire des à destination d'eux. Donc voilà. Oui, alors oui, le fait de faire comme ça apporte aussi un avantage, c'est que pour l'utilisateur, un service est assez efficace et rapide à répondre. Typiquement, créer une commande, ça sera rapide parce qu'en fait, on n'aura pas besoin d'attendre que le mail soit parti, on n'aura pas besoin d'attendre que le paiement soit effectué. Ce seront que des tâches asynchrones qui seront faites une fois que les messages auront été diffusés et traités par l'ensemble des services. Donc nous, ça nous apporte de la flexibilité. Si demain le service de paiement il est en panne, c'est pas grave, les gens peuvent continuer à passer des commandes et du coup, ça ne fait qu'empiler des messages dans le broker qui seront dépilés quand le service reviendra disponible. Donc nous, ça nous apporte de la flexibilité et pour la gestion de panne, ça permet d'avoir des services qui tombent en panne sans pour autant que l'ensemble de l'architecture et l'ensemble du projet soit à l'arrêt. Donc ça, c'est une bonne plus-value, mais je pense que ça sera abordé plus tard pour les avantages inconvénients. Donc pour le développement lui-même, en fait, on a été confronté à deux choix possibles. Donc, on avait l'option de faire un middleware intelligent avec des services, des dummy-services, donc des services un peu bêtes. Donc, le middleware ici, c'est représenté chez nous par le broker. Donc, on avait le choix entre faire juste un broker qui ne fait que le passe-plat pour des messages à destination de services différents, ou de faire un middleware plus sophistiqué avec des gestions de process, donc des workflows, donc des ESB qu'on avait déjà testé, qu'on connaissait, mais qui impliquaient du coup une complexité en plus qui allait se retrouver dans ce middleware. Donc on a décidé plutôt de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a décidé de garder un middleware assez naïf qui ne fait que le passe-plat et de par contre faire des services intelligents, c'est-à-dire que c'est eux qui ont toute la logique à implémenter du workflow complet du processus d'achat par exemple. Donc ça c'est un peu c'est un dilemme. Pour l'instant, on n'a pas eu de limitation, faut le dire. Le métier est encore assez simple sur ce qu'on avait à implémenter, mais il est probable que pour des métiers très complexes, avec des transactions beaucoup plus compliquées, impliquant beaucoup de services en même temps, on aurait pu avoir des problèmes. Donc cette option du middleware intelligent, je pense qu'il ne faut pas complètement la mettre de côté. En tout cas, à notre niveau, pour l'instant, on n'en a pas eu besoin. Donc c'est le choix qu'on a fait, on est parti sur des services intelligents, donc réactifs, mais qui par contre doivent être codés pour comprendre tous les événements qu'ils doivent faire. La granularité métier des services, ça c'est quelque chose d'important. C'est vraiment lié à la phase d'ingénierie du début, c'est-à-dire que quand on s'est posé à nos bureaux pour regarder quels étaient les objets métiers, on avait toujours la difficulté de savoir où est-ce qu'on s'arrêtait pour dire bah voilà, ça c'est ce service ne devra faire que ça, ou ce service va devoir aussi faire ça. Donc si je prends l'exemple de la commande, encore une fois, qui est l'objet un peu plus central dans notre modèle, il serait vachement tentant de le relier à un paiement et de le relier au produit. Et les produits étant reliés au shop, on pourrait dérouler comme ça tout le schéma juste pour l'order. Donc il a fallu aussi trouver le juste milieu et se dire bah non, en fait order il ne fait que gérer les orders et c'est pas à lui de faire le paiement, c'est pas à lui de faire le mailing, c'est pas à lui de gérer les produits. Donc ça, la granularité, ça reste toujours compliqué. Et encore des fois où on se pose la question de savoir où mettre en fait le code métier, dans quel service, que du coup plusieurs pourraient être à même de le faire du point de vue logique. Et enfin, on avait un choix ici pour la sécurité. Donc on l'a dit, il faut que les services soient sans état. Et du coup, on avait l'option de faire une sécurité par service. Donc là, on codait la sécurité dans chacun des services. Et la règle métier de sécurité pouvait être propre à chaque service. Donc ça faisait sens que cette sécurité soit codée au niveau du service. Inconvénient de cette approche, c'est que du coup, ça faisait beaucoup de code à faire en termes de sécurité. C'est quand même des choses assez complexes qui prennent du temps et qui sont risquées si jamais elles sont mal faites. Et du coup, ça faisait aussi gérer ces données liées à la sécurité pour chacun des services. Ou par aspect, où là, du coup, on sort un peu le problème du service et du coup, on le délègue à un composant tiers, comme j'ai expliqué ici notre SSO. Donc ça, c'est l'approche qu'on a retenue. Mais je pense que l'architecture microservice pourrait aussi fonctionner sur un mode sécurité par service. Par contre, ça ferait remonter la complexité de la gestion au niveau des applicatifs. Je crois que c'est bon. Bah, du coup, j'ai passé Enfin, sauf pour les questions, ça se passe comment? Ça se passe à la fin ou... Okay.
Du coup, je passe la parole à Hugo. Passe son petit retour. Ben voilà, maintenant on va vous présenter les avantages et inconvénients d'une architecture à microservices au niveau du bac. Les avantages, c'est, comme il a été dit précédemment, c'est que le couplage est assez faible. Chaque service gère juste son domaine. Au niveau du réfacteur, si on doit refactorer un service, ça se fait assez facilement. On sait, comme le service s'occupe juste d'un domaine métier, du coup, on peut le refactorer sans trop de problème. Quand il y a un souci qui est analysé au niveau de l'architecture, quand on voit un truc au niveau des logs qui n'est pas normal, on sait directement quel service a impacté et qu'est-ce qu'on doit faire pour le fixer. La sécurité par aspect, ça a permis d'éviter justement la complexité de mettre la sécurité dans les services. Ouais, beaucoup moins encodé. Au niveau du passage à l'échelle, les points étaient évoqués, du coup c'est scalable. Et c'est un système qui est assez fiable. Jusqu'alors, on n'a pas eu énormément de soucis au niveau de notre architecture. Après, les inconvénients, c'est que c'est une architecture complexe. Ça demande un bon niveau pour quand même pour coder une telle architecture. Et, au niveau du workflow aussi, c'est compliqué de savoir quel service a quelle information. Je passe encore pas mal de temps à chaque fois que j'arrive sur une fonctionnalité à faire. Quel service reçoit quoi de quel service? Quelles données sont bonnes? Voilà. Et aussi, on est pompier à mi-temps depuis qu'on a mis en prod. On éteint les feux, souvent. Ça nous prend énormément de temps et du coup, pour passer à d'autres fonctionnalités, beaucoup plus dur. La gestion du temps est pas simple. Le SSO, on a mis en place un Insomnia qui permet de faire des requêtes à nos services. Et il faut passer la couche sécurité avant d'envoyer la requête. Donc, une requête, ça se fait bien, mais quand on en fait une dizaine, une vingtaine, le temps commence à s'écouler. Puis ce qu'il faut noter aussi, c'est que si jamais le SSO tombe en panne, il n'y a plus rien du tout qui fonctionne. Il n'y a vraiment plus rien qui fonctionne. Et au niveau de la synchronisation des données, quand il y a un utilisateur qui n'existe pas, on ne peut pas juste le rajouter dans un service et c'est bon, il est dans tous les services. Ça, on oublie. Il faut absolument passer par le SSO. Et les tests entre les microservices, ça aussi, c'est un grand problème. Parce qu'on peut tester qu'un service a bien envoyé le message, mais à aucun moment on sait si le message a été perdu ou est en attente d'être géré. Sachant que je reviens aussi sur la synchro des données, en fait, il y a un autre problème qui n'a pas été dit ici, c'est qu'en fait, les services, on va en rajouter dans le temps. Et en fait, du coup, ils vont arriver plus tard sur le système, et ils vont partir avec des bases de données vierges. Donc en fait, ils ne vont pas être synchronisés avec toutes les données qui avaient déjà été transitées dans l'existant. Donc si jamais il y a des services qui doivent être ajoutés après, il faut prévoir aussi ces injections de données au démarrage, qui sont coûteuses en temps à mettre en place. Et donc là, nous, on réfléchit à comment rediffuser des événements sur le broker pour éviter d'avoir à tout faire à la main dans des scripts. Mais il faut noter qu'un service qui est rajouté après, une fois la mise en prod commencée, ça peut devenir un peu galère. Ou alors, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez avoir un broker avec une rétention infinie. Ouais. Et à ce moment-là, vous n'avez plus ce souci. Mais il faut un peu d'argent. Et les avantages et inconvénients d'une architecture microservice, mais au niveau du front, c'est à peu près les mêmes avantages qu'au niveau du back. C'est modulaire. Au niveau de la lisibilité, on sait quel service fait quoi.
la réutilisabilité. J'ai l'impression de me répéter. L'idée en fait de la réutilisabilité, c'est qu'on a des composants indépendants. Donc on a vu qu'on avait plusieurs outils qui implémentaient donc le back-office, le site web. Et en fait, la réutilisabilité, comme c'est un microservice, on peut faire le code pour le front correspondant à ce microservice. Et du coup, faire des applications avec ces briques, ça consiste juste à assembler les petites briques. C'est pas un gros code spaghetti au niveau du front non plus, en fait. Enfin, ceci dit, on n'a pas encore attaqué avant le front. Ouais, c'est ça. Je suis pas au point au niveau du front. Au niveau des inconvénients, l'implémentation du workflow, je suis encore en train de travailler sur le sujet. Ça délègue beaucoup de choses au fond, en fait. Au niveau du SSO aussi, c'est une équipe, c'est un prestataire qui s'est occupé de l'intégration Ionic. Et ils ont énormément de soucis au niveau du SSO. Et... Heureusement qu'ils ne sont pas là pour rentrer. Ouais, mais c'est vrai on sait que nous aussi on va y passer du temps et que ça va être une couche difficile à passer. Pour bien comprendre la complexité d'un appel au SSO, on va expliquer peut-être un peu le nombre de requêtes qu'il faut faire pour pouvoir faire une requête normale. Donc du coup, on a une première requête pour appeler le SSO et lui demander finalement un ticket, une autorisation. Enfin non, même pas. J'ai oublié le login avant. Donc en première requête au SSO pour avoir le login. Donc à partir de là, on a un token. Avec ce token, on appelle un service qui va nous renvoyer le ticket. Enfin, d'abord, il va nous dire qu'on n'a pas le droit de l'appeler, mais il va nous envoyer un ticket avec une URL à appeler. Cette URL, on l'appelle avec le ticket. De là, le SSO vérifie qu'on a bien les autorisations pour faire ce qu'on demande et renvoie un autre token. Et enfin, ce token est réutilisable pour la requête en elle-même. Donc, tout est multiplié par 3, en gros. Voilà. Sachant que pour compléter, en fait, le SSO s'appuie sur un protocole OAuth. Et le protocole OAuth est bien connu pour être un peu délicat à intégrer dans des applis natives ou hybride en fait, dans le sens où les natives ils ont souvent les frameworks déjà codés sous forme de dépendance. Donc on va faire une appli mobile native, on a tendance à vite aller chercher les frameworks pour se connecter avec Google, etc. Alors que là du coup c'est intégré sous forme de page web et de flux de redirection. Donc tout le haut est basé sur des redirections, ce qui fait qu'on est obligé entre guillemets de sortir de l'application pour aller ouvrir une page web qui va permettre de faire le login. Donc ça peut être assez perturbant en plus pour l'utilisateur en termes d'expérience d'utilisation. Donc c'est assez dur de l'intégrer pour que ça se voit pas trop. Et forcément, du coup, comparé à le faire avec juste une clé de token d'API, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc ça, c'est pas au point en plus dans Ionic. Donc ça, c'est un retour d'expérience qu'on peut faire aussi. C'est que voilà, dans Ionic, il y a tout, mais il y a du bien et du moins bien, quoi. Donc sur cette partie-là, sur la partie sécurité, c'est pas la couche la plus développée. Et puis évidemment le coût HTTP, mais ça c'est lié au nombre de requêtes, donc tu viens de l'expliquer, donc c'est un peu plus lourd. On a fait quelques erreurs aussi. Au tout début, on a mis un projet Git par service. Donc, ce qui fait que quand on met à jour une brique qui est commune à tous les services, on doit mettre à jour tous les services. Et ça nous vaut aujourd'hui un petit refactor qui va voir le jour un moment. On a eu une mauvaise gestion des logs, ce qui fait que une erreur n'était pas vraiment une erreur pour nous, du coup ça nous remontait. Et du coup, ça fait des alertes pour rien. Le temps de modélisation a été très court. On s'est mis à coder assez rapidement. Et ce qui fait que maintenant on paye et on a un refactor qui nous attend.
Et aussi, au niveau des tests, on avait une bonne couverture au début, et après on nous a dit qu'il fallait sortir le truc. Et du coup, bah, On a fait des sacrifices. on a fait des sacrifices et on a mis des fonctionnalités à la place des tests. Il y a un refactor. Ce qui nous vaut un joli refactor. Après, il y a eu quelques bonnes idées aussi. Le monitoring. Par exemple, avec Heroku qui nous dit quel service va bien, le health check. Même au niveau des logs. Pouvoir voir tous les logs, c'est intéressant. Le fait qu'on ait déplacé la sécurité par aspect, ça nous permet d'éviter de bousiller les services avec du code de sécurité. On fait aussi de l'intégration continue et du delivery continu. Ce qui fait qu'on peut livrer rapidement, et je pense que c'est nécessaire si on fait du microservice, de pouvoir livrer tout le temps. Et aussi homogénéiser le code, se mettre d'accord sur des normes. Ce qu'on fait, on fait énormément de code review, systématiquement, et ça nous a permis d'éviter pas mal d'erreurs. Sur l'aspect du déploiement continu, c'est vrai qu'il faut noter qu'en plus l'avantage de ce genre d'approche, c'est que si on a juste repéré un petit bug dans un service, on va pas être obligé de redéployer une API complète avec le risque d'avoir des effets de bord. On sait qu'on va cloisonner la correction à un seul service. Du coup, pour nous, c'est quand même plus simple. On l'a vu après en production. Corriger, c'est moins stressant pour le développeur parce qu'en fait, on sait qu'on modifie un petit service. Et du coup, et qu'après, on peut redéployer directement ce petit service, même en prod. Voilà. Et comme il a sa base de données propre, si jamais on pourrit un peu les données du fait d'une correction, une mauvaise correction, on sait qu'on va pouvoir restaurer beaucoup plus rapidement et revenir en arrière beaucoup plus rapidement parce qu'on n'a qu'une petite base de données à restaurer et il n'y a qu'une version du service à restaurer. Donc comme Heroku gère ces systèmes de rollback à la fois sur les applicatifs et sur les bases de données, ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs sur le fait qu'on ait fait une bêtise, ce qui arrivera et ce qui est déjà arrivé, à coup sûr. Au moins on limite la portée d'un problème au niveau des schémas de base de données, ça à noter. Faut pas oublier non plus d'ailleurs que finalement on réfléchit aussi en question d'argent, parce qu'on a un budget sur Heroku qu'il faut qu'on respecte, Ouais. et de temps en temps on va choisir une techno. On va choisir une techno plus qu'une autre pour des raisons de coût tout simplement. Tu couperas Francis. Elle est belle la vidéo. Non, j'ai dégagé Francis, celui ça va très bien. En termes de gestion de projet, en interne, on a un Jira. On a fait l'erreur de faire un projet Jira par service. C'était beaucoup trop compliqué à se repérer dans le Jira. Comme j'ai dit, on fait énormément de code review. Chaque merge request est reviewé par mes deux compères. Et aussi, on communique énormément. Le fait qu'on soit une petite équipe, ça a permis, je pense, à faire cette architecture assez rapidement. Parce que je pense que si on aurait été au moins plus qu'une équipe, on se serait perdu et on se serait vraiment cassé la gueule. Et aussi, pour la communication, on fait des stand-up. En synthèse, je dirais bien, est-ce que le besoin nécessite de mettre en place une telle architecture? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une architecture microservice? Il faut se poser la question, parce que c'est finalement très complexe. Et voilà, je sais pas. On a tendance à entendre que c'est la solution miracle à tout, mais elle fait que déplacer les problèmes ailleurs, elle n'en solutionne aucun. Elle en cause peut-être même plus qu'elle en solutionne. Il faut voir dans le temps. En fait. Ouais. Mais par contre, c'est très rigolo. C'est fun. Voilà, c'était un bon challenge à relever.
Je rebondis quand même sur la remarque de Guillaume parce qu'il a dit quelque chose d'intéressant sur le coût de fonctionnement de ce genre d'architecture. Il faut comprendre que chez Heroku, par exemple, ça va encore parce qu'ils comptent l'utilisation des ressources comme autant d'instances lancées. Et c'est pas compté par instance, c'est pas la RAM qui est prise par chacune des instances qui est comptée, une sorte de crédit qui va être consommé sur un compte. Mais théoriquement, ça veut dire que là où on pourrait faire tourner sans problème en Java l'ensemble des endpoints représentés par chacun des services sur un seul serveur avec un petit giga de RAM, là ça veut dire que chacun des services va prendre à lui tout seul déjà le minimum pour démarrer, c'est-à-dire allez 500 mégas, donc faites le compte. 20 services fois 500 mégas, c'est comme si on avait mis en place une machine avec 20 gigas de RAM pour faire tourner un truc qui pourrait tourner très bien sur 1 ou 2 gigas. Donc ça, il faut le prendre en compte parce que c'est pareil pour les bases de données, c'est-à-dire que autant de bases de données à payer chez Heroku que vous avez de services. Une base de données, ça va être entre 10 et 30 euros par mois. Donc quand vous avez 25 services, ça vous fait payer 25 fois ce coût-là. Donc je pense qu'au moment de choisir un hébergeur, nous on est parti, on avait une contrainte qui était d'aller chez Heroku. Mais si des hébergeurs qui sont plus ou moins flexibles sur l'utilisation des ressources et des quotas, si vous partez sur une archi microservice, je pense qu'il faut aussi le prendre en compte au niveau de votre budget pour ne pas vous faire piéger par après les factures en fin de mois, quoi. Et puis si on veut parler d'Heroku, d'ailleurs, on peut parler aussi du SSO en même temps. Ce qui est très intéressant avec Heroku, c'est qu'il redémarre votre service au moins une fois tous les 24 heures. Il est impossible de passer outre cette mesure. Et il est impossible de mettre en cluster deux services. Donc à partir de là, un SSO qui nécessite de n'être jamais redémarré, et ça pose un gros problème puisqu'on sait que tous les 24 heures il va être redémarré et donc tous les utilisateurs de votre application vont perdre leur session, ce qui est très embêtant. Donc on a dû décaler le problème du SSO hors d'Heroku suite à ces contraintes, même si on a eu quelques échanges avec le responsable technique. Oh ben non, on peut pas. Mais voilà. C'est présenté comme une fonctionnalité pour éviter que les services tournent longtemps et consomment de la mémoire, et éviter que les fuites mémoire aient un impact sur le budget au final. Alors que la vraie raison, c'est évidemment qu'ils sont hébergés chez AWS et que c'est beaucoup plus simple de recalculer le tout pour faire beaucoup d'économies. Ça reste du temps. Mais... Voilà, donc si vous avez des questions... Pensez à répéter les questions au micro, s'il vous plaît. Ouais. Merci. J'ai une question sur votre environnement de développement et comment vous avez structuré ou automatisé, par exemple, l'installation de votre environnement pour une nouvelle personne. Et comment vous faites pour développer de manière rapide si vous avez besoin de 3-4 services en même temps, un Docker, etc. Enfin, comment vous avez fait sur votre environnement de développement pour être à l'aise? Ok, donc la question c'est comment on a... C'est compliqué à répéter une question en fait. Comment on a fait pour automatiser la mise en place d'un environnement. Donc, alors, nous on a fait ces scripts tout simplement. Il y a pas mal de Docker qui tournent mais juste pour le SSO. Pour le Kafka, oui. Alors, par contre, oui, pour le déploiement local sur la machine, c'est quasiment impossible. C'est très compliqué. Donc, en général, nos machines locales sont directement connectées à notre environnement de dev. Donc, c'est le Kafka de la plateforme de dev et ça va être le SSO de la plateforme de dev. Sinon, après, pour pouvoir tout déployer rapidement, c'est évidemment le Jenkins qui s'en charge. Donc, chaque projet, finalement, Git, est écouté par Jenkins et en fonction de l'environnement on veut, il est redéployé juste en un clic. Quoi. Vous avez un environnement de dev en commun? Oui, ouais. En fait. Oui, on a un environnement de dev, un environnement de pré-prod, un environnement de prod. Mais lorsqu'on développe en local sur la machine, en effet, l'environnement de dev, finalement, ça va dépendre du choix de chacun. Moi, au départ, je faisais tourner un Kafka sur ma machine, mais au bout d'un moment, ça a commencé à me coûter un peu en mémoire, et donc, du coup, j'ai préféré me connecter directement au Kafka de l'environnement de dev. Au départ, on lançait même tous des conteneurs pour pouvoir le déployer en local, mais ça devient vite très, très, très lourd. Donc, c'est pas possible. Donc en général, on n'en déploie qu'un seul déjà de service, jamais plusieurs en même temps parce que sinon c'est l'horreur. Et
souvent connecté avec l'environnement de dev. Mais enfin, finalement, si on reçoit des données, c'est pas très grave en général par rapport à ce qu'on fait. Pour compléter, la façon dont on travaille le plus souvent, c'est à partir quand même des tests. En fait, on fait des tests. À partir du moment où on fait des tests, on sait comment va réagir un service, qu'on écrit les scénarios qu'on veut coder et on fait ces tests unitaires pour nous assurer que le composant fonctionne comme il devrait fonctionner. Et c'est vraiment qu'une fois qu'on est sur notre correction, avec les code review, normalement on détecte pas mal de problèmes. Et quand on l'envoie sur l'environnement de dev, ça va assez vite à tester avec l'application mobile qui tape sur cet environnement. Ben voilà, on voit tout de suite si le problème a été corrigé. Donc on n'a pas trop de difficultés et on a arrêté de chercher en fait à reproduire l'ensemble du système sur notre machine. Et on s'attaque vraiment problème par problème, ticket par ticket du Jira, et du coup on n'a pas trop de... Après on peut cloner les données si on veut retester en local, et voilà quoi, ça se fait quand même pas trop mal. D'ailleurs c'est très pratique par rapport à un monolithe. C'est très pratique finalement par rapport à un monolithe parce qu'on sait que le service s'il est lancé ça va prendre que très peu de ressources par rapport à ce qu'on va en faire. D'autres questions? Pour le coup, enfin, je sais pas si c'est encore terminé sur le développement front, mais quand tu dois tester ton process de panier de A à Z avec tous les feedbacks, quand tu es obligé d'être connecté sur une machine, enfin sur les environnements de dev pour avoir tous les retours, avoir tout le process complet avec les feedbacks, etc. Ou est-ce que tu dois utiliser des mocks? Enfin, comment vous l'utilisez pour développer le front avec un flux de A à Z qui fonctionne? Alors, comment tester le front, enfin développer le front même si on peut pas lancer en local sur la machine. Bah, comme tu l'as dit, en fait, on tape soit sur l'environnement de dev, soit sur l'environnement de pré-prod, soit sur l'environnement de prod, mais bon, en général, c'est plus à la release, mais voilà, tout simplement, sachant que le front finalement a été développé, donc comme on disait, par un prestataire, donc ils n'avaient pas à lancer la chose sur leur machine, puisque de toute manière, ça nous appartenait. Oui. Juste pour terminer, si jamais vous développez plusieurs features en parallèle, votre environnement de dev, vous êtes obligé d'avoir un environnement de dev par feature que vous développez en parallèle? Non. En fait, on déploie, à partir du moment où une merge request est acceptée, le service est automatiquement déployé en dev. D'accord, donc vous faites d'abord le back et après vous faites le front? Oui. D'accord. Et pour le coup, si jamais lors du front, tu te rends compte qu'il y a un problème, tu es obligé de refaire un déploiement du back, exactement. de refaire un fixe. Voilà. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure dans les erreurs commises, les temps de modélisation trop minces. Du coup, c'est à quel niveau en fait que cette conception a été insuffisante? Plutôt au niveau fonctionnel, dans le découpage des services, ou plutôt au niveau technique? Alors la question c'est à quel point ça a impacté notre développement de ne pas avoir fait assez de specs. Plutôt comment Comment vous auriez pu faire pour ne pas avoir cet impact? D'accord. Comment on fait pour ne pas avoir l'impact d'une modélisation trop mince? On s'est mis à coder très rapidement en fait. On n'a pas vraiment pris le temps de se poser et de modéliser tous ensemble et de réfléchir. Je dirais que fonctionnellement, on avait quand même une bonne idée de là où on voulait aller. C'est ce qui nous a permis quand même de commencer à spécifier assez rapidement. Parce qu'on avait quand même déjà de l'existant. Donc on avait déjà un retour d'expérience sur les erreurs avec le legacy par exemple, ou même l'ensemble des choses qu'on avait eues et les retours. On savait ce qui allait être difficile et ce qui allait être compliqué. Après, la difficulté, c'est qu'on a des deadlines assez courtes en fait, et ça c'est, je pense, le fonctionnement des startups en général qui veulent ça, même les entreprises maintenant. Donc, du coup, la phase de conception, on a tendance à la sacrifier. Donc nous, on a dû y passer sur vraiment que la modélisation en UML. On a dû passer peut-être une semaine ou deux à vraiment se poser. Pendant ce temps-là, en fait, il y avait quand même une ébauche de structure, de squelette technique qui ne nécessitait pas de coder vraiment du métier. Donc là, on a profité on s'est séparé les tâches. Moi, j'ai fait plus, par exemple, la partie modélisation, et avec Guillaume, on a plus regardé en même temps les outils qu'on allait garder au moment de l'implémentation, parce qu'il fallait quand même qu'on fasse des tests entre les outils
donc les brokers, et puis les différents types de persistance, d'approche de service, la mise en place du processus de build continu. Du coup, je pense que nous, ce qui nous a pas bloqué, c'est vraiment l'aspect fonctionnel. Par contre, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment le dilemme entre le découpage fonctionnel, où est-ce qu'on s'arrête, qu'on ne sait pas d'avance où ça va nous mener d'aller mettre tel ou tel truc dans un service, on sait qu'après. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, pour nous, c'est vraiment les aspects techniques qui nous ont plus posé des problèmes de modélisation et de temps que des problèmes de vue fonctionnelle où on voulait aller en fait. Sachant qu'un problème de modélisation peut coûter très cher dans ce genre d'architecture. Très cher. Et justement, par exemple... Non, ils vont, pardon. Il y avait- Oui. Ouais, vous évoquiez tout à l'heure qu'il y avait une erreur qui avait peut-être été commise, c'était le fait d'avoir plusieurs reposits. Ah, je voulais cette question. Et qu'apparemment c'est en cours de résolution ou c'est en cours de décision. Je suppose que vous allez vous tourner vers un truc genre monorepo, quelque chose comme ça. Du coup, vous en êtes tout ça et à quel point, où sont les problèmes? Est-ce que vous avez déjà identifié des solutions pour certains problèmes, typiquement le build system, le testing du monorepo? Question. Donc la question, c'était est-ce que comment tout réunifier en un seul dépôt Git. Donc en fait, c'est très simple à faire finalement, puisqu'il suffit de reprendre les services un à un et on fait, comme on utilise Maven, finalement on a fait des modules Maven. Donc c'est même plus puissant qu'avant, puisqu'on peut utiliser le build incrémental de Maven. Donc finalement, c'est plus rapide à exécuter. S'il y a une modif qui impacte d'autres services, c'est tout de suite pris en compte. Il n'y a pas besoin de faire 12 cartes Jira et de faire 12 merge requests. Enfin, finalement, faire des merge requests, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Là, au moins, tout est fait en une seule. Il y a quand même moins de risque d'oubli du coup de services auxquels on ne touche plus ou des choses comme ça. Et voilà, tout simplement. Après, pour le déploiement, finalement, Jenkins sait repérer quel module doit être déployé. Et avec un peu de configuration, ça se fait très bien. Il n'y a pas de... Et au niveau du testing, tout va être, du coup, tous les tests vont être revenus. Alors, en fait, des choses pour faire mieux. le build incrémental, lui permet de voir quel module a été modifié et quels autres modules ça impacte et va rebuild que ces modules en conséquence. Et pareil pour les tests. Sachant que du coup, la seule dépendance qu'on a dit qu'on n'avait pas de dépendance entre nos services, c'est notre modèle en fait qui permet de retranscrire les messages échangés sur le bus. Donc finalement, en termes de volume, c'est assez peu de code comparé au reste du service métier. Donc finalement, il n'y a que quand on fait vraiment une modif dans ce modèle, on appelle ça notre modèle d'échange, que là, ça coûte cher, il faut déployer l'ensemble des services pour qu'après ils puissent se comprendre. Sinon, il n'y a pas de dépendance entre services, ce qui simplifie le déploiement de Git après aussi. Oui. Si j'ai bien compris, les microservices ne communiquent que par des messages en cascade. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, vous avez un microservice qui gère le catalogue, un autre qui gère les commandes. À un moment, il va falloir faire une facture. Donc, pour une facture, il faut à la fois les données de la commande et à la fois les données du catalogue. Et par quel miracle Alors en fait, on va avoir un service de facturation qui va écouter l'ensemble des données dont il a besoin, va les stocker en interne pour lui, et enfin, on va stocker que les informations qui l'intéressent d'ailleurs, et va pouvoir générer des factures en fonction de ces informations qu'il a reçues à droite à gauche. On duplique beaucoup l'information dans toutes les bases en fait. Typiquement, la notion d'utilisateur, elle est dans chacune des bases de données de chacun des services. Quitte à ce qu'il y ait de la donnée qui soit désynchronisée. Ouais, complètement. Oui, tout à fait. tout à C'est fait. pour ça qu'on parle des problèmes de synchronisation, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Il ne faut pas que les services se désynchronisent entre eux. On sait que le broker nous garantit qu'ils vont être délivrés dans le bon ordre et au moins délivrés une fois. Donc on sait qu'un service, s'il est bien connecté au broker, recevra l'information, à lui après de bien la sauvegarder. Alors c'est un inconvénient, mais c'est aussi un avantage. On a vu des services qu'on avait fait planter à cause de mauvaise manipulation. On s'est rendu compte qu'on avait perdu de la donnée dans cette base de données, et du coup on n'a eu aucun problème à la retrouver dans une autre base de données. Mais... Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas fait un système qui va chercher en API d'un microservice à un autre? Alors ça, c'est du coup l'approche vraiment avec un ESB intelligent qui du coup fait un rôle d'orchestrateur entre des services.
Ça, c'est vraiment le dilemme qu'on a dû Sans résoudre. passer par des messages, juste en API, puisque le microservice, je sais pas, catalogue, a les données du catalogue. Si le microservice de génération de la facture reçoit un message comme quoi c'est à son tour de jouer, avec les données ou pas qu'il a besoin, il va chercher ce qu'il a besoin. Alors là, dans ces cas-là, on va se retrouver avec du code spaghetti, par contre, très rapidement, si on commence à faire ça. En fait, il n'y aura plus rien de centralisé nulle part, parce que tout le monde va piocher à droite, à gauche. Ça, à la limite, c'est pas très grave. Chacun garde que sa propre responsabilité. Là, en fait, vous avez de la donnée spaghetti, parce que je sais pas, le catalogue, il est dupliqué à la fois dans la gestion Alors, du catalogue. non, justement, c'est là, non, il n'est pas dupliqué. Un service va ne stocker les informations du catalogue que les informations qui l'intéressent. Donc, par exemple, pour une société, il va y avoir des services qui vont stocker que le nom de la société pour des problèmes d'affichage, par exemple. Et puis, il va y avoir un service qui va contenir vraiment l'intégralité des informations à propos de cette société. Les services de société. Le service de société. Je sais pas si on a été clair du coup. Ça pose surtout une problématique d'update en fait, parce que dire que quand la société elle est updatée, il y a un message qui est envoyé et tous les autres services updatent derrière. C'est ça. La seule contrainte, c'est vraiment la synchronisation en fait. C'est ce qu'on a besoin d'un contexte transactionnel et est-ce qu'on veut absolument qu'un autre service qui soit appelé au même moment, est-ce qu'on accepte le fait qu'il affiche une donnée qui n'est pas encore synchronisée? Si on accepte ça, on n'a pas de problème. Par contre, si on a cette contrainte-là, il faut réfléchir justement à une solution. Il faut faire ça centralisé et transactionnel. Et si on fait des appels HTTP, il y a des problématiques réseau aussi. Enfin, ça peut arriver qu'un service ne reçoit pas la réponse ou des choses comme ça. Au moins, Kafka va nous assurer une rétention, va nous assurer que tout est bien délivré qu'une seule fois, des choses comme ça. C'est un avantage aussi au niveau des commandes. Où tu peux avoir un prix qui va changer sur un produit. Et le service de shop, il va être mis à jour, ou le produit tout du moins. Par contre, dans une commande, on va garder la trace de l'ancien prix. Et pour des notions de RGPD aussi, on en parle beaucoup en ce moment. On peut cloisonner et donc avoir les utilisateurs que dans la base de données commande, puisqu'on peut retenir que son nom, prénom et les infos utiles aux commandes. Par contre, toutes les autres données qui ne sont pas nécessaires et qui sont dans les autres services peuvent être supprimées à la demande de l'utilisateur. On n'est pas tout le temps synchro sur toutes les données. Oui. Juste pour rebondir là-dessus, pourquoi ne pas être parti sur une base de données centralisée? Alors à ce moment-là, chaque microservice a juste la responsabilité d'écrire les données. Par contre, les autres services ont la possibilité de juste lire la donnée à ce moment-là. Et là, non seulement il n'y a pas de duplication, au moins au niveau des attributs, et vous avez quand même une base centralisée et pas... Alors pour plein de raisons. La première raison, c'est évidemment si c'est... de toute manière, c'est une base de données, donc l'écriture va être transactionnelle, donc ça peut risquer de bloquer les autres services en écriture de temps en temps, ce qui est un peu embêtant. La deuxième chose, c'est si la base de données tombe, le système ne marche absolument plus, puisqu'il n'y a plus personne qui peut écrire dessus. Et tout simplement, encore une fois, parce qu'on voulait qu'un service soit propre à ses informations, à son domaine métier, et juste son domaine métier, et que les autres services n'ont absolument pas à savoir d'autres informations à propos de Après, d'expérience, pour avoir travaillé sur des systèmes justement où on avait vraiment des bases de données énormes avec des milliers de tables, on se rend compte qu'après, au-delà du fonctionnement de l'application, on se rend compte que après, il y a un ticket qui est vraiment pas gratuit pour un nouveau développeur. Si on lui dit tiens, il y a un petit truc à modifier sur ça, en fait, le petit truc à modifier, il commence par éplucher les 50 tables avec les tables de jointure, et puis il se rend compte qu'en fait, ça modifie à des effets de bord terribles. En termes d'apprentissage, c'est assez compliqué. Si demain on veut remplacer par exemple un service, parce qu'en fait on se rend compte que l'indexation dans une base de données ça marche pas, il faut un index plein texte, on se pose même pas ces questions en fait. On peut très rapidement changer de technologie. On sait que chacun des services gère ses informations, peu importe comment il les stocke. Donc on est prêt nous à sacrifier en tout cas la duplication des données et le coût que ça a, au bénéfice par contre de s'autoriser et avoir de la flexibilité sur les outils qu'on choisira pour la suite. Oui. Il y a une question, je sais pas si il y en a plus. Histoire de parce que sinon il y a Yvan qui va prendre la parole. Est-ce que du coup, avec un plus fort découpage des services et donc une grosse spécialisation des services, est-ce que vous-même vous n'êtes pas dans la situation de vous-même encore plus se spécialiser sur des services en particulier?
moins une capacité transverse. Alors, est-ce que... Alors c'est ce que disait justement Hugo tout à l'heure, hein, c'est que oui, on peut vite se perdre et qu'il faut garder à l'esprit qu'est-ce que fait quel service, donc, ce qui n'est pas forcément évident. D'un autre côté, ça permet aussi, alors nous on n'est que 3 donc on peut pas le faire, mais si on était plus, on pourrait très bien se dire cette personne est responsable de ce service-là, cette personne est responsable de ce service-là, et finalement il connaît exactement la tambouille interne et... Non, mais à l'inverse, du coup, vous serez dépendant de sa présence, de sa disponibilité. Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous, on connaît l'intégralité du système. Par contre, on est obligé quand même, quand on ouvre le code, de se dire « Ah oui, ça c'est vrai, c'est fait là, ça c'est fait là ». Parce que c'est pas possible de le garder. Enfin, il faudrait qu'on fasse de la documentation. Un jour. Justement à ce sujet, mais c'est ça. Oui. Je fais des tests unitaires, mais pas de doc. Exactement. Sur le même sujet, est-ce que vous avez défini construit un dictionnaire pour référencer les services, peut-être avec une nomenclature pour les retrouver facilement, pour éviter d'avoir à redévelopper un service qui existe déjà, mais... Tout à fait, oui. On a un énorme diagramme. En DDD, ça s'appelle Ubiquitous Language. Et oui, tout à fait, on a une dénomination particulière pour le nom de tous les services. On a un joli diagramme, quand même, notre seul diagramme, mais très utile, qui permet de savoir quel sous-système est associé à quelle charge. Et jusque-là, on n'a jamais eu à dupliquer 2 choses 2 fois, enfin ça ne nous est jamais arrivé. Donc pour le moment, en pied aussi, il y a quand même malgré tout le Jira qui va permettre de voir que quelle carte a été associée et a été réalisée à telle date. Là, vous avez combien une vingtaine, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, une vingtaine de services. Donc une vingtaine de Jira. À terme, sur des systèmes plus complexes, je ne sais pas si on avait 500 services, par exemple, il y a des méthodes, justement, de type dictionnaire ou de type vraiment nomenclature. Un annuaire de service, ça c'est déjà beaucoup. C'est vrai. Mais oui, ça existe. Il y a des annuaires de service, c'est possible d'en réaliser un. Après, nous, c'est pas trop notre... Enfin, on n'arrivera sûrement jamais là, parce qu'on n'a pas... Finalement, avec nos 20 services, on a quasiment fait le tour au métier, à peu de choses près. Donc, ça ne nous arrivera pas. En fait, ceux qui ont le plus besoin de connaître les services, c'est ceux qui développent le front. En fait, tout leur revient à charge. Donc, nous, on a déporté beaucoup notre processus et des workflows métiers dans le front. C'est pour ça aussi que c'est plus complexe pour la partie front. Après, ça fait faire plus de travail au front, donc à la fois c'est bien parce que nous, ça nous économise un peu de traitement. Par contre, pour le développer, le front, ça veut dire bien connaître l'ensemble des services. C'est vraiment un problème plus de front, à mon avis. Voilà, faut bien communiquer, sinon effectivement les gens ne savent pas quoi appeler en fait. Et le workflow il est complètement dispatché entre l'appel à 50 méthodes d'API sur 20 services. C'est un peu... Il faut bien documenter ça. Oui. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis sur le fond. C'est un choix de votre part de ne pas avoir mis d'API Gateway en entrée pour centraliser justement les appels des clients que n'est pas délégués. Question. Pour des raisons diverses et variées. Eh bah oui. La raison s'appelle encore une fois Heroku, qui ne permet pas de faire ça, et tout simplement parce qu'ils ont un load balancing en interne. Donc si on passe une gateway par-dessus, ça bousille leur load balancing, donc ça ne sert plus à rien de l'avoir. Et ils n'ont pas de routing interne. Donc impossible de le faire. Comment? Vous êtes limité dans la plateforme. Exactement. Si on avait été chez Google Cloud, on n'aurait pas eu ce problème. On n'aurait qu'un seul endpoint qui rassemblerait l'ensemble des... Mais avec... Enfin, désolé, je surpasse tout le monde. Enfin, si vous avez tant de merde avec Heroku, changez. Ah, si, ça compte. Non, mais il n'y a pas si seulement. Changez, c'était pas une question. On utilise Heroku parce que c'est plugué en fait directement avec Salesforce, qui est plus qu'un CRM et qui nous permet d'aller vers des outils d'analyse, etc., qui vont être du moins très utilisés. En gros, sur Heroku, tu peux synchroniser tes données relativement simplement parce que c'est bien vendu, que c'est pas si simple que ça.
Et ils ont racheté, ou tout du moins ils sont très proches avec Heroku, et c'est vraiment pour ça qu'on l'a eu de base on a posé. Ouais, mais tu peux toujours utiliser la plateforme qui te va bien et puis aller dupliquer les datas pour pouvoir faire tes stats derrière et les pousser à l'intérieur, mais au moins ça t'enlève tous les problèmes. Bah, du coup, tu dois refaire la couche de synchro qui est normalement naturelle entre Heroku et Salesforce. Tu gardes un microservice chez Heroku pour Ça s'appelle un monolithe. Est-ce que tes microservices n'ont pas besoin d'être au même endroit? Oui. Ah non, bah non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs, le SSO n'est pas au même endroit que les autres. Juste par rapport à l'accès au front, du coup, ton accès front, il se fait quand même au travers d'API. Et ces API, elles tapent sur quoi en fait? Sur chacun des microservices? Oui, il y a plein d'endpoints différents, des milliers d'URL, il faut savoir s'y retrouver. C'est-à-dire que chaque microservice va avoir des expose ses propres méthodes. Tout à fait. D'accord. Détaillez pas trop parce que vous allez énerver Yvan là. Vous en parlerez, je t'arrête tout de suite. Hein. On parlera de cette partie-là avec Yvan après, quand ce sera le truc, parce que Pierre faut jamais ça. Une dernière question et puis deux dernières questions que tu n'as pas posées. Puis après, parmi les raisons qui vous ont poussé vers les microservices, il y a la scalabilité. Quelles sont les autres? La maintenabilité, éviter le code spaghetti. Le fait de pouvoir savoir qu'un service est vraiment donc propre à un domaine métier, éviter d'avoir un monolithe à déployer sur sa machine en permanence pour être un peu lourd, éviter les effets de bord, de modifier un truc dans un monolithe et que ça casse tout un autre truc sans l'avoir, sachant que comme on disait tout à l'heure, par des deadlines, on a dû réduire le temps de test. Donc si on l'aurait fait sur un monolithe, j'imagine même pas les dégâts qu'on aurait eu. Je pense que ça aurait été fabuleux. Et pour plein de raisons, en fait, même pour la configuration, finalement, quand le service est tout petit, s'il doit appeler un serveur de mailing, c'est vachement pratique, parce que finalement, la conf, elle est toute petite, et puis elle est à l'endroit de la configuration du service. Mais si ça devient un monolithe, on arrive avec des fichiers de configuration gigantesques ou éparpillés à droite à gauche, et c'est assez pénible. On utilise aussi pour la base de données, on utilise DQuibase, donc c'est un outil qui permet de faire de façon incrémentale. Si c'était au même endroit, c'est pareil, ça aurait été catastrophique parce que en fait c'est énorme ce qu'il y a à générer. Et donc du coup, on a préféré tout découper séparément. Il n'y a pas d'autres alternatives que microservices? Alors peut-être que si, il y a des alternatives. Nous, on est parti sur cette approche parce que nous paraissait séduisante. Maintenant, c'est fort possible qu'il y en ait d'autres, mais on ne connaît pas. Oui. L'architecture de chaque microservice, du coup, en soi, elle est basée sur quoi? C'est une architecture en couche classique avec du Java et du Spring, tout simplement. Donc contrôleur, repo et puis service. Bon, s'il y a d'autres questions, on continuera après. Je vais juste en poser une toute petite, c'est simple. Non mais c'est oui ou non? C'est du coup, c'était une bonne idée de partir sur les microservices ou pas? Oui. Oui, oui. Ok. Désolé, oui. Moi, je suis convaincu. Ok, bah merci à vous.